Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo. Nous parlons d'éducation, au lancement de la construction de plus de 250 salles de classe. Le ministère des enseignements primaires et secondaires a lancé ce mardi 15 octobre 2024 à Lomé la phase 2 des travaux de construction d'infrastructures scolaires. Ces infrastructures scolaires, pour le compte de cette année, il faut construire 263 salles de classe, plus précisément, ce qui rentre dans la ligne des ambitions de renforcement des infrastructures scolaires à l'horizon 2025. C'est ce qui fait partie également de la feuille de route gouvernementale 2025 au Togo. Les ambitions, c'était initialement 30 000 salles de classe. Entre-temps, les évaluations ont ramené ces ambitions à un peu plus de 14 000 salles de classe. Et pour la phase 2, le lancement des travaux concerne 263 salles de classe. Et ce projet permettra de construire 123 salles qui seront destinées aux primaires et 140 au collège. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. 263 salles de classe. La construction, le lancement de la construction a eu lieu plus tôt ce jeudi par le ministère des enseignements primaires et secondaires, ce qui rentre dans la deuxième phase de la construction des établissements scolaires ou des salles de classe pouvant desservir les élèves au Togo. Oui, Guillaume, vous l'avez dit, au départ, l'ambition du gouvernement était de construire de 2020 à 2025 30 000 salles de classe. C'était là donc l'ambition. Et là encore, je questionnerai cette ambition, mais on n'en est pas encore là. Et la révision des choses a ramené de 30 000 à plus de 14 000 salles de classe. Et de 30 000 à 14 600. Voilà, 14 600. Et donc, ce qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui, c'est bien le lancement de 260 ou alors plus de 250 salles de classe. 263 pour être plus précis. Très bien. Et il faut donc souligner que la proportion démographique aujourd'hui est très exigeante en milieu scolaire et les infrastructures scolaires doivent y aller avec. Donc en soi, faire une projection de disponibilité de salles de classe et aussi, bon, je ne parlerai pas tout simplement de salles de classe, mais d'infrastructures scolaires relève d'une bonne organisation dans le département de l'enseignement primaire et secondaire. Et je crois que le professeur Kokoroko, depuis un moment, apporte sa touche dans ce secteur et le fait aussi bien. Même si nous avons des choses à dire sur un certain nombre de réalités. Aujourd'hui, moi je vais plus loin pour dire, nous voulons constater la présence des salles de classe et non le lancement des salles de classe. Parce que le besoin est assez profond déjà et assez criard déjà. Il faut apporter une solution dans l'immédiat. 250 ou alors 263 salles de classe qui sont lancées. La deuxième phase, bien évidemment, cela veut dire il y avait eu certaines constructions qui n'ont pas encore répondu aux réels besoins du terrain. Mais que cette nouvelle opération concerne que 263 salles de classe. Et là, c'est dans l'intérêt de toute l'étendue du territoire national. Le besoin est déjà là et le besoin se constate déjà sur le terrain. Si ce n'est plus le lieu de lancer des choses, mais je pense qu'il faut plutôt concrétiser très rapidement les choses. Et ce qui m'intrigue, c'est que ces opérations se lancent en pleine année académique. En pleine année académique, pour finir à quel moment de l'année? Et pour les réceptionner aussi à quel moment de l'année. Lorsque vous allez sur le terrain, quoi qu'on dise, il y a quand même des écoles qui sont dans des... je ne dirais pas, je pourrais pas les qualifier d'états piteux, mais qui sont dans des états un peu déplorables. Et lorsqu'il faut aller répondre à ces besoins, on n'a pas vraiment... permettez la redondance, besoin d'organiser des cérémonies, des séances, des annonces sur annonces. Il faut aller immédiatement répondre aux besoins qui se fait sentir sur le terrain. La population togolaise grandit du jour
au jour. Et donc, il y a lieu de répondre à chaque fois que les besoins s'imposent. J'ai toujours dit que la priorité est beaucoup plus dans des secteurs comme les secteurs de la santé, le secteur de l'éducation. Alors, ces secteurs-là sont des secteurs assez clés où on a toujours besoin d'intervenir de façon ponctuelle pour répondre aux besoins, pour ne pas se faire crier dessus. Mais aujourd'hui, ramener des problèmes de l'éducation sur la table de la politique, je pense qu'il faut aller aussi promptement possible répondre aux besoins au lieu de les organiser, de les lancer. Là, nous sommes en train de parler d'un lancement. Un lancement, mais moi, je m'attends plutôt à voir des salles de classe, comme ils disent, 500 salles de classe ont été construites. Quand on a commencé, je ne veux pas savoir, mais que cela soit dans les délais et dans le temps. Je suis en train d'admirer le Premier ministre qui fait la descente sur certains chantiers dans le contexte de la rénovation de certaines infrastructures sanitaires, demandant à ce que le timing soit respecté et que la rigueur en matière de qualité soit donc de la mise. Je pense que c'est des choses à apprécier, à féliciter et à faire en sorte que cela soit aussi de l'évidence dans tous les secteurs. Lorsque il y a des travaux, des grands travaux à lancer de cette manière, je ne veux pas savoir comment ça se lance, mais qu'on constate qu'il y a de l'efficacité et la rigueur qui accompagne l'exécution de ces travaux-là pour y aller de façon très, très rapidement. La première phase, vous l'avez dit, a permis de construire au moins 232 salles de classe. Ça, c'est sur l'ensemble du pays. 232 salles de classe. La deuxième phase, nous sommes à 263. Alors, lorsque nous faisons bien le calcul, nous sommes à près de... Voilà. Pratiquement à 500 salles de classe. 500 salles de classe. OK. De l'année dernière à cette année. Alors, maintenant, le CAP avait beaucoup plus de rigueur pour avoir plus de salles, plus d'infrastructures assez solides pour répondre aux besoins sur le terrain. Nous ne voulons plus. En 2025, qu'on retrouve encore des élèves togolais sous des nervures, sous des paillotes, en train d'étudier. Vous savez, lorsque vous êtes à Lomé, vous ne savez pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand vous descendez même à l'intérieur, vous allez comprendre qu'il y a un autre Togo à part ce que nous vivons à Lomé. Et donc, nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres Togo à l'intérieur du pays. Mais que lorsque vous rentrez à l'intérieur du pays, que les infrastructures vous disent réellement, oui, vous êtes toujours dans le même Togo où les salles de classe, 500 salles de classe, 1000 salles de classe ont été promises. Alors, c'est la promesse tenue. Et donc, on retrouve des élèves dans des meilleures conditions en train d'étudier. Je pense que c'est le minimum que le petit Togolais demande, être à l'abri et étudier dans de bonnes conditions. Alors, le lancement fait, nous attendons que la concrétisation soit dans un délai assez absolu pour pouvoir dire, ouf, enfin, il y a des besoins qui ont des réponses de manière très prompte et immédiate. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Robert Kossigan a quitté. Plus de 250 salles de classe seront bientôt construites. Le démarrage a été lancé ce mardi par le ministère des Enseignements primaires et secondaires, ce qui marque donc la deuxième phase de ces constructions des salles de classe. On le rappelle, l'objectif en 2025, selon la feuille de route gouvernementale, c'est d'arriver à construire 30 000 classes. Les calculs ont ramené cela à 14 600 salles de classe à construire d'ici 2025. Oui, je dis félicitations au gouvernement, mais tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Cela dit, il urge aujourd'hui que le gouvernement investisse beaucoup dans la formation de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, c'est là où vous allez constater que l'école a de réels problèmes au Togo. J'ai eu la chance de participer aux causeries débats organisés par les députés de Yoto hier à Moussime, Kouvé et à Répé, où j'ai eu à entendre les difficultés dans lesquelles nos enseignants travaillent. C'est vrai que le ministre Kokoroko fait beaucoup, mais je pense que il faudrait qu'on pense à aller aux assises nationales de l'éducation pour identifier tous les maux de l'école et qu'on y apporte des solutions adéquates, des solutions solides pour permettre et aux enseignants et aux élèves
d'apprendre dans des conditions optimales. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux programmes qui sont sortis, les enseignants trouvent beaucoup de difficultés à l'implémenter dans les cours de chaque jour aux élèves. Maintenant, les élèves deviennent de plus en plus insoucieux de leur avenir, participent moins aux efforts pour apprendre. Alors, avant de parler du cas des élèves, parlons d'abord du lancement de ces salles de classe. Ces salles de classe, il va falloir que... L'horizon 2025, on devait avoir 14 000 élèves. Pensez-vous qu'on pourra l'atteindre? J'aurais voulu que le dispatching se fasse par commune. Il va falloir que toutes les communes du Togo identifient les écoles qui ont besoin de construction de salles de classe pour pouvoir alors apporter leurs doléances au ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour que voilà, avec leur concours, ils puissent alors amener ces salles de classe au point souhaité, là où il y a le besoin. Les réels besoins. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants manquent de salles de classe, manquent de tables-bancs. Et puis, les effectifs pléthoriques doivent être décongestionnés. Et pour être décongestionnés, il faut de nouvelles salles de classe. Je pense même que pour y arriver, il va falloir que la direction des travaux publics pense à ressusciter les différentes directions préfectorales des TP, jadis dans nos préfectures. Cela pourra aider vraiment à la construction de ces salles de classe et à leur réparation de temps en temps. Vous savez, avant, quand il y avait des TP à chaque lieu de préfecture du Togo, quand il y a construction de salles de classe, c'est eux qui alors prenaient la charge. Même s'il faut alors passer des appels d'offres, ils étaient là et ils contrôlaient les travaux. Ce qui faisait que le Togo a toujours des salles de classe qui datent de plus de 50 ans, d'autres de plus de 100 ans. C'est parce que la Constitution a suivi des normes, des normes qui sont rigoureusement alors respectées. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on passe des appels d'offres à des sociétés qui n'ont pas la main ou qui n'ont pas alors l'expérience dans la construction des salles de classe qui demain vont tomber ou les toits vont s'arracher quand alors subviendront les pluies ou les vents. Il va falloir que cela soit remis dans de bonnes mains. Il va falloir qu'il y ait eu un suivi rigoureux sur la société qui va gagner ces marchés de construction de salles de classe. Il ne va pas falloir qu'il y ait peut-être un laisser-aller pour que on nous laisse des bâtiments qui ne vont pas durer dans le temps. Non. Il va falloir que les mairies et la direction des travaux publics soient mises à contribution pour qu'on ait des édifices bien construits et qui vont aider à ce que les élèves soient dans des cadres qui puissent leur permettre d'acquérir l'apprentissage. Ça, c'est d'un. Il y a aussi un autre problème. Il y a aujourd'hui des élèves qui sont des élèves enseignants qui sont reçus dans les ENI. Voilà. Moi, je souhaiterais que l'État alors prenne le nombre juste qu'ils ont la capacité de mettre en service tout de suite. Parce que quand on prend alors le monsieur, on le forme à l'ENI et on le libère, il va à la maison. Parce que en attendant d'être recruté par un concours, moi j'ai dit il peut désapprendre. Or aujourd'hui, il y a des besoins d'enseignants sur le terrain. Donc pour moi, au lieu de prendre un nombre pléthorique d'élèves, il faudrait que l'État prenne alors justement ce dont il a besoin peut-être sur 1 an ou 2 ans. Il les forme et il les déploie en même temps, sans parler de concours. Comme ça, eux, ils peuvent aller, comme ils viennent fraîchement de sortir de l'apprentissage, ils peuvent apporter alors un enseignement de qualité sur le terrain, que de les libérer et qu'ils attendent 2, 3, 4, 5 ans avant de réussir à un concours et aller donner ce qu'ils ont appris. D'autres peuvent désapprendre. Je souhaiterais que l'État prenne le nombre juste dont il a besoin sur 2 ou 3 ans. Et alors, il est prêt, il les recrute dans les ENI et après, il les déploie, juste après leur formation. C'est très important. L'État fait de son mieux, mais il faudrait que les parents d'élèves aussi jouent un rôle très important. Il y a d'autres parents d'élèves qui ne connaissent pas la classe que fait leur enfant. C'est déplorable.
Hein? Il y a des parents d'élèves qui ne savent pas si son enfant fait la 6e ou la 4e ou la 5e. Ils ne connaissent pas. Ils vont à l'école seulement. Or, envoyer son élève ou son enfant à l'école, c'est un investissement. Ah oui, c'est un investissement. Donc, il faut connaître ce que l'enfant fait. Il y a une histoire d'une dame qu'on nous a racontée hier. Elle n'a jamais mis pied à l'école, mais elle tenait à ce que quand les enfants reviennent, que les enfants viennent alors la réciter, la réciter ce qu'ils ont appris à l'école. Alors il a fallu que sa fille ne reconnaisse que sa maman est illettrée qu'en classe de terminale. Elle a fait ça avec elle depuis alors le CP1. Et c'est à tout hasard qu'elle a vu sa maman qui a tourné, alors qui a renversé le cahier. Et la fille a dit, maman, mais c'est pas comme ça, on tient un cahier. Elle a dit, vraiment, je n'ai pas été à l'école, mais je tiens à ce que tu réussisses, c'est pour qu'à chaque fois je te fais réciter tes leçons. Voilà, il va falloir que les parents ajoutent alors leur contribution à la formation de leur enfant. Il y a trop d'aller, il y a trop de laisser aller. Les parents ne suivent plus les enfants. D'autres enfants même prennent de la drogue à l'école, c'est grave, filles comme garçons. Et puis ils accordent moins de respect aux enseignants. Ils nous respectent tous les enseignants. Ils sortent des cours, ils se livrent à des activités qui ne sont pas conseillées en des heures de cours. Tout ça là font que le niveau alors baisse. Il y a l'autre aussi, cette affaire de... On va pas dénombrer tous les problèmes du système éducatif. Merci beaucoup à vous, Robert Kassiga. À côté, Oje Donesio, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vais finir, voilà, je vais prendre par là où il a chuté. Alors, je voudrais tout simplement dire, lorsqu'il évoque les dépravations ou alors les laisser-aller, les désordres entre guillemets constatés aujourd'hui en milieu scolaire, cela a une cause et ce n'est qu'une conséquence directe de la rigueur, je dirais pas historique, mais la rigueur ancestrale qui a formé l'enfant africain et qu'aujourd'hui on veut se départir de cette rigueur. Écoutez, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Ils peuvent sortir allègrement des cours, aller dans les cabarets et puis prendre des stimulants. Et c'est ce qui est constaté aujourd'hui malheureusement. Là encore, quand vous évitez les bâtons à l'école, il faut prendre des mesures adéquates, des mesures beaucoup plus rigoureuses, plus strictes pour contenir ces enfants, afin que l'éducation des mœurs puisse avoir véritablement sa place dans cet petit univers d'éducation que nous sommes en train de donner aux enfants, bourrer leur tête, mais il faut quand même revenir à la bonne mœurs, éduquer beaucoup plus à la base pour que la dépravation ne prenne pas le pas sur l'essentiel. Alors, je voudrais dire au niveau des salles de classe, parce que ça, ce n'est pas le nœud de notre débat. Nous revenons sur la construction des salles de classe, les infrastructures en milieu scolaire qui sont en cours, je ne sais pas. Nous avons parlé de 14 600 salles de classe d'ici. Bon, c'est le dernier compte, ça, en tout cas. Bon, de toutes les façons, jusqu'en 2025. Ouais. Alors, nous avons déjà, ou nous sommes en train de réaliser près de 600 ou alors plus de 500 salles de classe. Près de 500 salles de classe. Bon, nous n'avons pas encore fait 1000 salles de classe. Alors, je ne suis pas un bon mathématicien. Je suis très nul en calcul. Mais je me dis, si nous prenons l'intervalle de temps qui nous reste pour 2025, 14 000 salles de classe, nous avons encore à faire. Nous avons encore à faire. Bon, je me demande si en 2025, on va encore revoir les choses et réduire le nombre en fonction du besoin du terrain. Je me pose la question, mais toutefois, moi je voudrais à ce que on prenne des réelles mesures pour répondre aux véritables besoins. Parce que, quoi qu'on dise, le terrain a besoin des actes concrets et des actes assez précis pour relever le défi de l'éducation. Lorsque nous parlons d'effectifs pléthoriques, oui, aujourd'hui, à Lomé, on peut comprendre que la situation n'est plus trop ça et ce n'est plus un effectif assez chinois, mais aller à l'intérieur du pays, par manque d'infrastructures adéquates, les élèves sont obligés de s'attasser dans les bancs et ne pas respecter le quota défini par le fameux livre jaune.
Kosigan parlait tantôt d'une assise nationale de l'éducation. Je pense qu'il y a des lurettes qu'on a toujours créées. Cette assise de l'éducation, sur l'éducation, j'allais dire, mais ça n'a jamais eu lieu. Mais ce que nous sommes en train de constater, c'est seulement des réformes à la carte qui sont en train de se faire, surtout avec l'arrivée du professeur Kokoroko à la tête de ce département. Nous sommes en train de comprendre qu'à défaut de cette grande assise, on est en train d'aller à des réformes pour répondre aux défis qui s'imposent dans le secteur. Mais encore faudrait-il que ces réformes répondent vraiment à tous les niveaux aux défis qui sont là, car ils sont immenses en termes de pédagogie, en termes de curricula, en termes de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais je pense qu'il y a lieu de faire davantage. Mais avant d'aller à tout ça là, il faut qu'il y ait un cadre précis, un cadre adéquat, un cadre sain pour contenir les enfants ou les élèves afin de recevoir une instruction, une éducation digne de ce nom. Merci beaucoup à vous, Dieudonné. Vous voulez ajouter quelque chose, Kassim? Oui, la lecture. Okay. La lecture manque beaucoup aux élèves. Il manque de documents. Les parents n'ont pas de l'argent pour leur payer des livres. Et à notre temps, quand le professeur de français ou d'anglais vient, on nous distribuait des livres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il va falloir que l'État alors investisse dans les documents pour les enfants. Puisque les cours sont des textes, ce sont des phrases qui sont constituées. Alors quand l'enfant n'arrive pas à lire, comment peut-il comprendre les épreuves? Comment peut-il comprendre le cours? Aujourd'hui, les élèves de 4e, 3e jusqu'en terminale n'arrivent pas à lire. Hier, j'étais sidéré quand un directeur d'école nous disait que c'est les enfants qui viennent fraîchement des écoles catholiques, où ils lisent beaucoup, qui arrivent à lire aux élèves de 4e, 5e, puisque les autres ne lisent plus. Donc, quand quelqu'un n'arrive plus à lire, comment il peut comprendre le cours? Comment il peut comprendre les leçons et les épreuves? Comment il peut répondre? D'où la baisse de niveau. Donc, il faut que l'État investisse alors dans les documents pour que, comme jadis, on distribue les livres de français ou d'anglais aux élèves pour qu'ils puissent lire et que les enseignants puissent alors amener les élèves à beaucoup lire, que les parents aussi leur achètent beaucoup de documents à lire pour que voilà, ils puissent comprendre alors ce pourquoi ils sont partis à l'école. C'est aussi important. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Écoutez, nous arrivons ainsi pratiquement plutôt à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sewa. Oui, docteur, moi je vais par cette occasion vous raconter une petite anecdote d'une expérience que j'ai faite au cours de cette semaine. Vous savez, je veux m'adresser beaucoup plus à la corporation, journaliste que nous sommes, le métier que nous aimons tant, le métier très noble, et nous vivons de cela, je ne saurais le dire. Mais nous respirons et nous vivons ça, c'est ce que nous faisons. Mais malheureusement, à certains niveaux, vous avez l'impression comme c'est un métier qui est légué à la dernière position. On n'aura besoin de vous que lorsque vous leur êtes utile dans un certain nombre de choses. Et puis par après, on trouve que ce ne sont pas des gens de grande tête. Et là, je l'ai appris encore à main dépens la dernière fois lorsque je devrais cautionner une cousine dans une grande microfinance. Microfinance, oui, mais une grande microfinance, vu l'expérience et comment dirais-je, la date d'existence de cette expérience sur le territoire national. C'est une microfinance de référence où j'ai l'habitude de cautionner cette cousine il y a des années. Mais quelle ne fut pas ma surprise que la dernière fois, quand j'ai envoyé la carte, en attendant de venir remplir les dossiers, et qu'on me dise, parce qu'on a trouvé profession journaliste, et qu'on me rappelle pour dire que à 20h, on n'accepte plus que les journalistes cautionnent les gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a interpellé. Je me dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez que les journalistes ne sont pas solvables? Les journalistes n'ont pas de revenus? Les journalistes... Bon, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Je trouve ça comme une insulte à l'égard de la corporation. Et en allant, le lendemain, j'ai été obligé de me munir de ma carte d'opérateur économique pour dire, je ne suis pas que journaliste, je suis un opérateur économique également. Mais est-ce que tout le monde... Tout le monde est obligé de prouver qu'il fait autre chose à part le journalisme? Je suis désolé. Alors, s'il y a des institutions de la place qui peuvent nous léguer à cette position, là, il y a un problème. Et je demande à ce que les autorités vraiment planchent sur un certain nombre de questions. Le journaliste est un professionnel en temps plein et vit
de son métier. Il faut quand même qu'on nous respecte. Alors, si des gens arrivent à nous considérer de cette manière, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous savons qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas à eux de nous rappeler ça. Le journaliste, on t'appelle journaliste, ça veut dire que tu vis de ton métier, tu vis de ta profession. Et ça m'a intrigué, malheureusement. Mais bon, c'est ça la situation, que ces microfinances, ces institutions financières respectent les hommes de presse. S'ils mettent ça dans leur code ou je ne sais pas quoi, qui revoient ça. Merci beaucoup à vous, je donne ici au nous. Je rappelle que vous êtes vraiment journaliste. Vous êtes également directeur général d'Elios Service. Un peu de respect pour les journalistes quand même. En tout cas. Merci en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être passé. Merci docteur. Robert Kosigan, vos mots de fin. Voilà, je voudrais faire un coucou spécial à l'honorable Dichénou Kodjo, qui fait un travail de proximité avec les populations de Yoto. Vous savez, il y a longtemps dans nos préfectures, juste après les élections législatives, les députés élisent domicile à Lomé et ce n'est que à l'approche de nouvelles élections qu'on les voit. Mais pour cette fois-ci, bien que les députés de Yoto ont encore 6 ans devant eux, c'est comme un travail acharné qu'ils font. Ils sont toujours avec les populations, les écouter, apporter le peu de solutions qu'ils ont, faire des plaidoiries, des lobbying auprès du gouvernement et d'autres partenaires sociaux pour que voilà, les solutions puissent être apportées à leurs difficultés. C'est quelque chose pour lequel je voudrais alors les féliciter. Lui, dissez-nous, l'honorable Jacqueline Amibiaka, l'honorable Jerry Viagbo. Et aussi, il y a un groupe de cadres rassemblés au sein d'une association qu'on appelle Pour Demain Je m'engage, dont le secrétaire exécutif est Carlos Koudaya. Ils font aussi un travail remarquable. Ils se cotisent de l'argent pour acheter des tôles, ici, les cahiers, par là, pour soutenir les élèves, soutenir les populations, les écoles, les centres de santé ici et là, faire les villes propres, beaucoup de choses qu'ils font. Donc je voudrais les encourager alors à faire davantage pour nos populations qui ne demandent que ça. Merci beaucoup. Voilà. À vous. Et ensuite, l'électricité pour Aklikame de Vaux, pour nous, hein, pas de Lomé. Aklikame Vaux pour nous. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga, vous êtes analyste politique, président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci à Nivo TV. Voilà. Et merci également à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à Pierrick Obaniko à la réalisation, à Prudence Makoui à la diffusion, à Senyo Wampa également à la diffusion, à Fofogolo à la caméra. C'est la fin de ce numéro. Comme je le disais, je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.